Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Une otage française au Yémen. La jeune femme a été enlevée dans la capitale de Sanaa alors qu'elle se rendait à son travail, une ONG liée à la Banque mondiale. Le président Hollande réclame sa libération immédiate, affirmant que les services français sont mobilisés pour sa localisation. Les détails à suivre. Tentative d'apaisement entre les représentants des communautés juives et musulmanes de France. Dalil Boubaker, président du CFCM, et Roger Kuckerman à la tête du CRIF étaient réunis aujourd'hui à l'Elysée pour une déclaration commune après 48 heures de polémique. Ce soir, la tension est un peu retombée. Images et extraits dans ce journal. C'est une réunion pour mettre les points sur les i. L'heure est à la grande explication au Bureau national du Parti socialiste après le psychodrame autour de la loi Macron. Les frondeurs sont au cœur des débats. Le PS les met en garde contre toute tentative de division pour les prochains textes. Résumé de la soirée tout à l'heure. Après François Hollande puis Manuel Valls, c'est au tour d'Alain Juppé de mettre en garde les agriculteurs contre le vote Front National. Au salon de l'agriculture, responsables de gauche et de droite se succèdent pour déconstruire le discours frontiste. À un mois des élections départementales, tous cherchent à endiguer la déferlante FN annoncée dans les sondages. Et c'est le thème de notre débat avec de nombreux invités en notre compagnie tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Elle a 30 ans, elle travaille pour une entreprise en lien avec la Banque mondiale. La jeune Française a été enlevée à Sanaa, au Yémen, alors qu'elle se rendait à son travail en taxi. François Hollande a précisé que tous les services français tentent de la localiser. Les détails avec Fabrice Cunet. La jeune Française de 30 ans se trouvait dans un taxi avec son accompagnatrice yéménite lorsqu'elles ont été enlevées par des hommes armés et non identifiés à Sanaa. Elles se rendaient vraisemblablement à leur bureau, un poste dans une société de conseil financée par la Banque mondiale. Ce soir, les services du ministère des Affaires étrangères sont mobilisés et le centre de crise est en contact avec sa famille. Mais pour l'heure, aucune trace des deux femmes. Il faut dire que Sanaa, la capitale du Yémen, est en proie à une profonde crise. Elle est contrôlée par les miliciens chiites Houthis qui sont entrés dans la ville en septembre, soutenus selon Washington par l'Iran. Une situation instable qui a conduit la plupart des pays occidentaux, dont la France et les États-Unis, à fermer leurs ambassades et appeler leurs ressortissants à quitter le pays. Tous les services du Quai d'Orsay sont mobilisés pour localiser la jeune Française et dès l'annonce de cet enlèvement, François Hollande a réclamé sa libération immédiate. L'heure est à la franche explication au Bureau national du Parti socialiste à l'approche des départementales et avant le congrès du PS qui va se tenir au mois de juin. Le parti tente de panser les plaies des divisions. Après la loi Macron, au cœur des discussions et des débats, il y a l'attitude des frondeurs. Un avertissement leur a été adressé ce soir. Julie Hulin. Pas de sanctions, mais un simple rappel au règlement. Pour mettre les points sur les i, Jean-Christophe Cambadélis a fait le choix d'une résolution. Un document synthétique pour jouer la carte de l'apaisement, mais un rappel, l'obligation d'unité. Le Bureau national, en dialogue avec les groupes socialistes au Parlement, donnera maintenant ses consignes sur les textes après audition du gouvernement. Nous demandons tout simplement à l'ensemble des parlementaires de respecter les statuts une fois que le vote est intervenu. Nous avons indiqué que tout manquement aura des conséquences prévues par nos règles internes. Une mise en garde que l'on imagine bien sûr destinée aux frondeurs. Une semaine jour pour jour après l'utilisation de l'article 49.3 sur la loi Macron. Mais comme une concession faite, le Bureau national demande à être entendu. Le Bureau national estime que son mémorandum sur la loi pour l'activité et la croissance n'a pas été étudié comme il aurait dû. Il peut et doit l'être en seconde lecture. On dit chiche, et pour ça, il faut que Jean-Christophe nous a dit il faut que le PS se ressaisisse. D'accord que le PS se ressaisisse, mais le PS partout. Voilà. Dans le parti, dans les sections, mais aussi les militants socialistes qui sont au gouvernement. Aussi, ils doivent participer de ce ressaisissement collectif. Tel un équilibriste, Jean-Christophe Cambadélis a donc su ce soir taper du poing sur la table, tout en laissant la porte ouverte au débat. Un débat loin d'être clos qui sera relancé lors du congrès du mois de juin. D'ici là, le Parti socialiste le sait, il a intérêt à faire profil bas, au moins jusqu'aux élections départementales.
Dans l'actualité, Athènes reçoit un premier feu vert de l'Eurogroupe pour prolonger le plan d'aide. La liste des réformes qui a été présentée par le gouvernement d'Alexis Tsipras a été validée. Alors pour certains, c'est une victoire et pour d'autres, les Grecs ont dû céder sur différents points. Qu'en est-il vraiment? Élément de réponse avec Pauline Dame. Copie acceptée pour le gouvernement d'Alexis Tsipras. Parmi les mesures les plus attendues, la lutte contre l'évasion fiscale, la corruption et la contrebande. Objectif, parvenir à un système fiscal plus juste. Athènes s'engage également à aider les plus démunis en facilitant l'accès aux soins ou à la nourriture, avec la distribution par exemple de coupons alimentaires. Aucun élément chiffré cependant, mais un programme jugé crédible par les ministres des Finances de la zone euro. Je pense qu'ils sont sérieux, mais cela ne va pas être facile. C'est juste une première étape. Cette liste n'est pas un nouveau protocole d'entente ou un nouvel accord. Cette liste est juste une indication du genre de réforme qu'ils aimeraient mettre en place. Un compromis aussitôt salué par François Hollande. La Grèce va donc pouvoir toucher jusqu'en juin la dernière tranche des 7 milliards d'euros qui lui étaient promises. Un nouveau sursis, mais un gouvernement attendu au tournant. En attendant, il va falloir aussi discuter le problème de la dette grecque, qui est un des véritables enjeux, puisqu'on a 175% de dette publique. Il va falloir éventuellement renégocier certains prêts, voir comment on peut alléger le fardeau de la dette. Il faut aussi que Tsipras montre rapidement quelle va être justement l'action en matière de lutte contre l'évasion fiscale, et en même temps à rassurer la population. Donc c'est quand même de gros enjeux et de gros défis qui attendent le pays. La partie est encore loin d'être gagnée. Les 19 gouvernements de la zone euro doivent à présent donner leur accord sur l'extension de cette aide financière. En Allemagne, le vote doit avoir lieu vendredi matin. Tentative d'apaisement entre les représentants des communautés juives et musulmanes de France. Dalil Boubaker, président du CFCM, et Roger Kuckerman, qui est à la tête du CRIF, étaient réunis aujourd'hui à l'Elysée pour une déclaration commune après 48 heures de polémique. Ce soir, l'heure est à l'apaisement. On voit tout cela avec Julie Hulin. Une déclaration commune suivie d'une poignée de main. Peu avant 17 h, les présidents du Conseil du culte musulman et du Conseil des institutions juives ont appelé ensemble à l'apaisement, assurant que le contact n'avait jamais été rompu depuis 24 heures. Nous savons l'un et l'autre que nous sommes sur le même bateau. Nous avons le même combat à mener contre le racisme et l'antisémitisme. Et nous devons nous unir. Un message d'union également porté par Dalil Boubaker. Pourtant, signe d'une forte tension, c'est à leur demande que François Hollande recevait cet après-midi les représentants des deux religions. Le chef de l'État transformé en médiateur avait avant la rencontre adressé un message de rassemblement. Ce message d'unité, ce message de solidarité et ce message aussi d'apaisement. Nous en avons besoin, c'est l'esprit du 11 janvier. Qui doit à chaque fois nous élever au-delà des mots qui peuvent être utilisés et qui parfois, on l'a vu, peuvent créer d'inutiles polémiques. Loin des excuses publiques réclamées ce matin par le président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, ce soir Roger Kuckerman évoquait une rencontre courtoise et amicale. L'heure de la réconciliation, alors qu'un plan destiné à favoriser le dialogue avec l'islam doit être présenté demain au Conseil des ministres. La suite du 22 h, dans un instant, c'est le grand débat du mardi consacré ce soir à cette actualité au Salon de l'agriculture où les mises en garde à gauche comme à droite se multiplient contre le vote FN. À un mois des élections départementales, PS et UMP cherchent à endiguer la déferlante annoncée dans les sondages. On va en parler juste après le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Agathe Pécastin. La France et l'Italie consolident leur alliance. Aujourd'hui, le président du Conseil italien, Matteo Renzi, a rencontré François Hollande. Au cœur des discussions, la ligne de train à grande vitesse entre Lyon et Turin. Les travaux colossaux sont au point mort depuis l'accord de 2011. Les deux chefs d'État ont fixé le début du chantier à 2016. Pour un ouvrage qui va représenter 3 milliards d'euros, et nous pouvons attendre de l'Union européenne 40% de financement. Selon la Cour des comptes, l'ensemble du projet devrait coûter 26 milliards d'euros.
Après l'Égypte, c'est au tour de l'Inde. Le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian s'est rendu à New Delhi pour relancer les négociations sur la vente de Rafale. Un nouveau contrat de 126 avions de combat. En décembre dernier, le gouvernement indien avait évoqué des points de blocage. Aucun accord n'a encore été trouvé. Une nouvelle fois, la France et l'Allemagne tentent de trouver une issue à la crise en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères allemands, russes et ukrainiens se sont réunis à Paris, accueillis par Laurent Fabius. 3 heures de discussion pour tenter de faire respecter le cessez-le-feu. La semaine dernière, les séparatistes pro-russes ont chassé l'armée ukrainienne de la ville de Debaltseve. Ce soir, le Premier ministre britannique David Cameron vient d'annoncer l'envoi d'instructeurs militaires en Ukraine. Au moins 5 drones ont survolé Paris hier soir. Malgré le plan Vigipirate renforcé, les pilotes n'ont pas été retrouvés. Les sites survolés sont pourtant classés sensibles. L'ambassade des États-Unis, la Tour Eiffel ou encore la Concorde. Aidé par le service de la gendarmerie des transports aériens, le parquet de Paris a ouvert une enquête. C'est une victoire pour les enseignes de bricolage. Le Conseil d'État valide l'ouverture de leurs magasins le dimanche. Depuis le décret en mars 2014, les bricoleurs peuvent faire leurs courses, y compris lors du repos dominical. Un recours avait été déposé par les syndicats devant la haute juridiction, mais celle-ci tranche en leur défaveur. Les responsables politiques se succèdent au salon de l'agriculture pour mettre en garde contre le vote Front National. Après François Hollande puis Manuel Valls hier, c'était au tour aujourd'hui d'Alain Juppé. Le maire de Bordeaux appelle les agriculteurs à se détourner de ce miroir aux alouettes. Alors à un mois des élections départementales, droite et gauche cherchent à endiguer la vague bleu marine annoncée dans les sondages. Les stratégies se mettent en place. Quelles sont-elles? Pourquoi le monde rural se tourne vers le Front National? Toutes ces questions, nous les abordons ce soir avec nos invités. Frédéric Dabi, bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le directeur général adjoint de l'IFOP. Avec nous également Christian Saint-Etienne, bienvenue. Merci. Vous êtes économiste, co-auteur de ce livre que je montre, Des territoires à penser. Et vous avez récemment étudié en détail les propositions économiques du Front National, on va en parler. Nous accompagne également ce soir François Purseigle, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, spécialiste du monde agricole et vous avez notamment co-dirigé l'ouvrage Les mondes agricoles en politique. Nous accompagne également notre chroniqueur. Bonsoir Jean-Luc Goncourt. Bonsoir Sonia. Merci d'être là. Alors, messieurs, Frédéric Dabi pour commencer, c'est un salon de l'agriculture qui se tient dans un contexte particulier. Nous sommes à un mois des élections départementales. Les mises en garde contre le vote FN se sont multipliées. Il y a eu François Hollande, Manuel Valls hier et aujourd'hui Alain Juppé. On les écoute. Voter Front National, c'est détruire ce modèle. C'est détruire ce modèle européen qui a aussi soutenu l'agriculture française. Et je pense que d'ailleurs, les valeurs de travail, de solidarité, de mérite, cette volonté de transmettre notamment ce savoir-faire à la jeunesse, cette qualité que l'on ressent ici, sont aux antipodes de ce qu'est l'extrême droite. C'est une préoccupation. Pour moi, j'ai un peu de mal à comprendre. Parce que le Front National, c'est le refus de l'Europe. C'est la dislocation de l'Europe. Sortir de la zone euro, c'est casser ce que nous avons mis 50 ans à construire. Or, malgré toutes les difficultés, malgré toutes les imperfections de la politique agricole commune, ce qu'on appelle la PAC, c'est quand même la PAC qui a permis depuis 50 ans à notre agriculture de se développer. Et donc je le dis à nos amis agriculteurs, ne cédons pas à une espèce de désarroi ou de colère ou de révolte. Regardez très précisément ce que c'est que le programme du Front National. Frédéric Dabi, cette répétition des mises en garde, cette insistance, elle est assez inédite. Oui, mais c'est vrai qu'il y a deux choses à voir. Il y a les agriculteurs, 500 000 personnes en France exploitantes agricoles, qui, d'un point de vue électoral, constituent un vote traditionnel de droite, où le Front National a percé, mais pas plus que cela. Par exemple, à l'élection présidentielle de 2012, Marine Le Pen fait autour de 20%, à peine 2 points de plus que son score représentant des Français. Et il y a les territoires dans lesquels s'inscrivent les exploitants agricoles, à savoir les communes rurales, les communes de moins de 2000 habitants selon l'INSEE, qui comptent 23% de la population française de plus de 18 ans, plus de 10 millions d'électeurs potentiels, où là, on peut vraiment parler d'une percée assez incroyable du Front National. Aux élections européennes, le FN, auprès de ses habitants des communes rurales, a obtenu
9% selon des données IFOP fiduciales, 4 points de plus que son score global, et a fortement dominé l'UMP et le Parti socialiste. C'est deux niveaux différents. Je pense que nos responsables politiques s'adressaient aussi bien aux agriculteurs que dans le monde dans lequel ils s'inscrivent. Ça, c'est très intéressant, François Pursac. Nos responsables politiques, les responsables politiques, quand ils disent monde agricole, est-ce qu'il est aussi homogène, ce monde agricole? Est-ce qu'on peut dire un monde agricole aujourd'hui? Non, on peut parler de deux mondes agricoles très contrastés, très éclatés. Ce sont des mondes agricoles éclatés en termes de revenus, éclatés en termes de logique productive, de projets économiques. Il y a un éclatement qui est fort, aux marges. Il n'y a jamais eu autant de grandes exploitations, de petites structures d'exploitation. Et puis, ce sont les exploitations de moyenne taille qui trinquent énormément, qui s'effacent sur le plan démographique. Et puis, il y a une confusion quand même qui s'opère entre les mondes agricoles et puis les mondes ruraux. Et c'est vrai qu'on a l'impression de connaître ces mondes agricoles et ces mondes ruraux. Or, on les connaît très mal. Parce qu'ils ont évolué, parce que l'urbanité, c'est-à-dire des modes de vie qui sont empruntés aux villes, eh bien, s'est répandue aussi dans ces espaces-là. Des espaces qui semblaient être maîtrisés par les hommes politiques, qui ne le sont pas, qui sont aussi autonomes, qui s'affranchissent des dispositifs politiques classiques, organisationnels, et qui sont capables de faire aussi des embardées. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on parle des mondes ruraux parce qu'il y a le salon de l'agriculture, mais... Vous voulez dire qu'on en parle presque une fois par an, quoi, seulement, et après les projecteurs s'éloignent? Oui, très souvent, parce que ce sont des mondes qui cristallisent des enjeux qui sont quand même, somme toute, très très forts. L'enjeu sanitaire, l'enjeu environnemental, l'enjeu territorial. Quels sont les mondes professionnels qui cristallisent autant d'enjeux, et quels sont les mondes professionnels auxquels les Français sont aussi attachés, parce que, et les politiques le savent. Et tout cela intervient dans un contexte particulier. Christian Saint-Etienne, les mondes agricoles, alors en crise, avec des revenus en berne, des marchés en baisse, et n'oublions pas aussi les conséquences de l'embargo russe sur nos produits. Est-ce que justement ces mondes agricoles peuvent être tentés et sont tentés par le vote Front National? Comme ça vient d'être dit, en fait, effectivement, le monde agricole est très divers. Vous avez à peu près 600 000 exploitations, mais la moitié seulement qui ne vivent que d'agriculture, et vous avez 100 000 fermes qui font 80% de la valeur ajoutée de l'agriculture. Donc le monde agricole est aussi divers que la finance. Vous avez des financiers qui dominent la finance. C'est une sacrée comparaison. Voilà, et les autres qui sont simplement employés. Donc vous avez un monde agricole, le monde agricole le plus compétitif, il est au meilleur standard mondial. Le petit pays que nous sommes dans les zones où nous sommes compétitifs est au niveau de compétitivité des Américains, donc c'est assez extraordinaire. Et puis on a, donc, comme on l'a dit, plusieurs agricultures. Alors dans le monde agricole, il faut distinguer d'ailleurs le monde agricole du monde rural, parce que le monde rural est encore plus divers que le monde agricole, parce que le monde agricole c'est 2% de la population active, c'est quand même des gens qui sont durs au travail, les revenus sont très décalé, mais néanmoins, les gens ont un revenu pour vivre, même s'il est très faible pour certains, notamment les bergers ou dans les petites fermes de montagne. Bon, mais néanmoins, ils vivent de leur travail et de leur bien. Mais en revanche, le monde rural, qui ramasse une grande partie des gens rejetés par les villes, qui viennent s'établir là un peu comme on se soigne après avoir été blessé, eh bien, ce sont des gens qui, souvent, sont en perte de repères sur le plan de leur profession, souvent des problèmes sociaux considérables. Et je pense que c'est là qu'on risque d'avoir les grandes surprises. C'est plus dans le monde rural hors agriculture que du monde agricole lui-même. Disons que ce sont des mondes qui sont plus incertains sur le plan politique. Alors après, est-ce que ce sont que des mondes de repli? Est-ce que ce sont que des mondes d'incertitude, de paupérisation? Le rural hors agriculture. Oui, parce qu'il y a des territoires très différents de l'agriculture. Très dynamiques, très innovants, parce que de toute façon, la croissance démographique qu'on enregistre sur certains territoires, la croissance positive qu'on enregistre dans certains territoires, elle est dans les espaces ruraux. C'est-à-dire que ce sont les espaces ruraux aujourd'hui qui attirent aussi en masse certaines populations. C'est dans les territoires ruraux aussi qu'on innove socialement et qu'on innove aussi sur le plan... Vous tenez à le rappeler, parce que souvent on parle du malaise des territoires oubliés. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Je pense qu'il y a quand même aussi des dynamiques. Oui, je pense que c'est plus nuancé. Il y a une France, certes, profonde, en déclin. Ça correspond à cette diagonale du vide qui est marquée effectivement par un repli à la fois industriel et agricole. Et puis à côté de ça, il y a des territoires ruraux qui attirent parce que
ce sont des creusets aussi d'innovation qui font encore barrage à certains votes. Donc, bon, je pense qu'il faut faire... encore barrage à certains votes. Oui, puis notamment au vote Front National. Oui, mais enfin, juste sur ce point, malgré tout, il y a bien ce qu'on appelle l'économie résidentielle, notamment le long de l'arc atlantique. Il y a bien des zones où il y a un développement économique, mais effectivement, dans le monde rural non agricole qui n'est pas le long des façades maritimes, il y a bien une partie de la population qui vote massivement FN. Et justement, pourquoi vote-t-elle Front National, Jean-Louis Gombault? Est-ce que c'est aussi la manière dont Marine Le Pen veut changer ou tenser l'Europe? Est-ce que cette attaque de l'Europe qui plaît justement à certains agriculteurs qui en souffrent, qui jugent que cette Europe, elle est techno et éloignée de leurs préoccupations? Je pense que ça, c'est la question majeure aujourd'hui, c'est la question européenne. Mais un petit mot pour dire que comment ont reçu les agriculteurs ces appels à ne pas voter sur le Front National au Salon de l'Agriculture? C'est-à-dire les gens disent, les politiques viennent nous voir pour nous faire la leçon. Et je pense que ce n'est pas très habile de la part des gens qui viennent dire ne votez pas Front National. Les gens savent très bien pour qui ils vont voter, et venir à un salon professionnel pour venir rajouter un peu de politique ne me paraît pas très habile. D'autant plus, comme l'a dit Frédéric, en réalité, le vote Front National dans le monde paysan n'est pas plus élevé, tellement plus élevé. Vous avez parlé de 2 points, n'est-ce pas? Cela dit, maintenant, revenons à la question de Sonia. La question européenne est absolument majeure. Ces gens, d'abord, estiment qu'ils sont de moins en moins maîtres de leur travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe est une machine à normes, à faire des normes de plus en plus, des normes écologiques, des normes diverses. Et donc ces gens-là se disent, mais enfin, on n'est plus maître chez nous. Nous, ce qu'on veut, c'est vivre de notre travail et vivre de nos productions. Or, tout ceci est piloté de loin par des gens qui ne nous connaissent pas et qui ne connaissent pas la vérité de nos problèmes. Et pire que ça, c'est qu'ils estiment aussi qu'à Paris, on ne connaît pas aussi la nature de leurs problèmes. C'est aussi pour ça que je revenais sur cette affaire de malhabileté, de les dire ne votez pas Front National, à mon sens. Et effectivement, ils se sentent un peu délaissés. Ils se sentent un petit peu délaissés. On ne s'intéresse pas à nous. Mais il s'y intéresse, simplement pour finir et pour confirmer, de mon point de vue, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que la ruralité, comme on dit, vote beaucoup plus Front National que les pays, c'est-à-dire les gens qui sont dans les mêmes situations d'éloignement sont beaucoup plus proches du Front National que le sont les agriculteurs. Et enfin, dernier mot, les agriculteurs ne font que 3% des électeurs, en gros, c'est pas grand-chose, mais ils font 19% des maires. Voilà. C'est-à-dire ils ont une influence politique absolument majeure là où ils sont. Frédéric David, oui, je partage ce que vient de dire Jean-Louis Gombault. C'est vrai que lorsqu'on s'intéresse aux raisons du vote FN auprès des habitants des communes rurales, on trouve des choses en continuité avec ce que l'on trouve auprès de l'ensemble des Français. L'impuissance et l'échec de l'UMP et du PS depuis maintenant 20 ans, l'UMPS fonctionne à plein auprès du monde agricole. Il y a 2 thématiques qui sortent plus fortement qu'auprès de l'ensemble des Français. L'insécurité, ça sort très fortement dans les communes rurales, et puis l'assistanat. Dans un contexte où souvent on se sent relégué, alors vous avez bien en fait expliqué qu'il ne faut pas caricaturer et dire que les territoires ruraux ne sont que des territoires de relégation. Quand on se sent relégué, on est sur un discours, eux par rapport à nous, eux c'est aussi bien l'étranger, alors que très souvent il n'y a pas beaucoup d'étrangers dans ces zones-là. Eux qui ont tout et nous qui n'avons rien, c'est aussi les agriculteurs aidés, assistés dans le baromètre IFOP Ouest France que nous réalisons depuis maintenant 13 ans sur l'image de la population agricole. L'idée qu'ils sont assistés est presque majoritaire de la population française. Et on a ce sentiment très fortement exprimé avec cette idée que nous sommes relégués et qu'on ne s'intéresse pas à nous. Les thématiques du Front National, eh bien, elles infusent avec en plus le discours de Marine Le Pen sur Paris, province, élite, etc. Disons qu'il y a peut-être une digue qui a sauté, puisque cette France agricole de l'Ouest, plutôt catholique, faisait rempart jusqu'alors au Front National. On a bien vu que depuis 2 élections présidentielles, la digue a peut-être sauté. Cette France de l'Ouest dite agricole, du moins à dominante agricole, parce que là aussi c'est difficile de sonder cette population, vous me l'accorderez. Hormis dans des sondages qui sont dédiés, notamment qui sont organisés à l'occasion du salon, il est très difficile d'en savoir beaucoup sur ces votes agricoles et ruraux. Vous êtes d'accord sur ce point, Frédéric? Oui, c'est une population numériquement faible. L'IFOP réalise des enquêtes spécifiques auprès de la population agricole. Si
on peut le faire, mais c'est vraiment des coups de sonde extrêmement précis, puisqu'on est sur 500 000 personnes. Donc je pense qu'il y a des approches monographiques à développer, il y a des approches empiriques de terrain à réaliser qui ne sont pas encore réalisées. C'est beaucoup plus difficile quand même de percevoir ces attentes, ces comportements électoraux qui sont de plus en plus versatiles. Mais il est vrai que cette France agricole de l'Ouest, catholique, eh bien aujourd'hui ne fait plus forcément peut-être rempart, même s'il demeure encore des bastions de gauche quand même dans ces mondes ruraux et dans ces mondes agricoles. Alors, qui sont peut-être plus instables politiquement, mais il en demeure malgré tout quelques-uns. Ça inquiète la gauche. Christian Saint-Etienne, François Hollande a dit ceci, je le cite, ceux qui sont dans les espaces ruraux, qui se sentent parfois abandonnés, oubliés, relégués. C'est le cas, c'est à ces gens-là qui s'adressent aussi, je pense que auxquels on pense. Tout le monde a à l'esprit la thèse qui est contestée d'Éric Guilly sur cette relégation de la population autochtone qui n'est pas d'immigration récente. Donc il y aurait les HLM des villes, des métropoles qui recevraient les immigrés récents, et puis ceux qui étaient déjà là, ils sont rejetés dans les zones rurales. Encore une fois, il faut les distinguer des paysans, parce que même si les paysans sont aidés, un paysan un agriculteur de la Beauce ou un éleveur de vin de Bordeaux n'a rien à voir avec un employé, un smicard ou qui a perdu son job à 50 km de Paris ou de Nantes. Alors simplement, ce que l'on peut dire, c'est que la diversité du territoire, hein, si vous avez malgré tout cette économie résidentielle qui s'est développée sur l'arc atlantique, si vous avez des poches d'agriculture qui sont fortes, ce qui s'est vraiment effondré, c'est les zones rurales dans lesquelles il y avait des petites entreprises qui ont fermé ou qui sont en voie de fermer. Et là, il y a une véritable hémorragie dans ces zones-là. Voilà, et là, il n'y a pas d'alternative. Si vous êtes autour de Vichy, si vous êtes dans d'autres zones de la Diagonale, si vous êtes en Champagne-Ardenne, si vous perdez votre boulot dans l'entreprise de 120 personnes familiales qui ferme, vous allez nulle part. Et donc là, la tentation de voter Front National est très forte. Elle est grande, oui. Donc c'est de fait, malgré tout, on paye aussi 8 années de croissance zéro dans la zone euro. Hein. Il faut quand même rappeler que la zone euro, à la fin de 2015, retrouvera le PIB de 2007. Sachant que la population a augmenté, ça veut dire que le PIB par habitant, le niveau de vie a baissé dans l'ensemble de la zone euro. Donc le drame des zones rurales qu'on trouve en France, on l'a aussi en Italie, en Espagne. Alors je vais vous laisser réagir dans un instant, Jean Légonbeau, mais je voudrais qu'on s'arrête un instant sur une partie de ce malaise, en tous les cas, ce sentiment d'abandon qui est ressenti dans certains territoires ruraux. On va être prudent. C'est notre journaliste Cécile Sixou qui est allée, vous allez le voir, à la rencontre d'un maire. Ça se passe dans un village en Seine-et-Marne. Et vous allez le voir, les habitants, ils s'organisent justement pour entretenir et créer le lien social. Regardez. Bonjour, monsieur le maire. Voilà. Comment allez-vous ce matin ? Je vais comme un jeune. À 70 ans, Jacques Drouin consacre près de 10 à 12 heures par jour pour rendre Flagy, son village de 660 âmes, dynamique et attractif. Voilà. Parmi ces initiatives, la plantation de ces vignes par les villageois, une manière de créer du lien social. Ce qui est rigolo, c'est de voir des gens qui viennent avec leurs bouteilles, leurs baguettes de pain, leur bout de saucisson. Et puis, quand il fait beau, on s'installe. Et à la fin de la taille, voilà, on casse-croûte ensemble, on refait le monde. Ça, c'est extraordinaire. Et je dis que ça, c'est des vrais petits bonheurs. Outre les vignobles, les habitants peuvent participer à la vie de la commune. C'est eux qui, par exemple, fleurissent les trottoirs, entretiennent le cimetière ou organisent tous les vendredis d'été des apéros-concerts dans le bar du village. J'ai pas eu mon café ce matin. Une aubaine pour le gérant car son café attire désormais les habitants des villages voisins. Nous avons commencé à peu près à 150 et maintenant nous sommes à peu près à 600 personnes tous les vendredis. Donc oui, c'est un plus indéniable, ça c'est clair. Le maire mise aussi sur l'écologie. Il compte par exemple installer près de l'église une borne pour voitures hybrides. Malgré son engagement, il est inquiet. La seule station-service du village pourrait disparaître car les normes européennes sont trop contraignantes. Pour remettre en conformité ces stations, on ne pourra jamais investir 80 000 € pour que ce soit mis aux normes. Donc voilà, ça veut dire qu'à très court terme, on verra encore un service qui disparaîtra dans nos communes rurales, une de plus.
Pour le maire de Flagy, les territoires ruraux sont devenus des territoires oubliés. Et on est de plus en plus seul dans la fonction et je suis très inquiet sur le devenir de nos communes rurales par rapport à cette solitude qui nous envahit et je crains fort que nos administrés le ressentent encore 10 fois plus que le maire et que leur réaction par rapport aux prochaines élections soit extrêmement violente. Dans le département, le FN a obtenu 30% aux dernières élections municipales. Jacques Drouin craint qu'aux prochaines départementales, il progresse encore. Alors voilà pour l'exemple du village de Flagy, les efforts du maire, des habitants pour recréer du lien social. C'est très simple, il dit on casse-croûte ensemble, on plante des fleurs. Il a raison, c'est bien ce qu'il a fait. Oui, c'est ça, c'est très simple. Mais il dit aussi, il est très inquiet pour l'hémorragie des services publics, leur fermeture, Jean-Luc Gombault. Ça, encore, c'est un point sur lequel insiste Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire qu'elle a des solutions, mais ça veut dire qu'elle en parle et que ça touche ceux qui sont concernés. Elle parle de ce qui se fait mal. Oui. Effectivement, donc la disparition de l'hôpital, le fait de l'école, le boulanger, la poste, le boulanger, c'est pas le service. Alors, dans le reportage, ce qui est intéressant, c'est que le monde agricole est un monde extrêmement individualiste et très solidaire. C'est les deux en même temps. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'agriculture sans une solidarité. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je citais le chiffre, quand même 20% des maires en France sont des agriculteurs, même s'ils ont une part très faible de l'électorat. Il a été question aussi du reportage des normes, des problèmes des normes. Je crois que ça, c'est capital. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression, quand on voit les normes de la Commission européenne, que la France, il y a des épidémies d'intoxication alimentaire absolument gigantesques, qu'on meurt comme des mouches dans ce pays et qu'il faut absolument ajouter des normes. Ce qui coûte cher. Donc et ces gens-là, en plus, les subventions où les restitutions agricoles sont de plus en plus liées à l'application de ces mêmes normes coûteuses et donc à le fameux verdissement de la politique agricole commune. Ça les exaspère complètement, ces affaires-là, parce qu'en fin de compte, 70% des revenus des agriculteurs, même si c'est mal réparti, sont des restitutions européennes, donc quand même, ils ont absolument besoin de ces restitutions-là, mais en même temps, les normes qu'on leur impose sont coûteuses et en même temps ça réoriente. Donc on a une situation où ils ont l'impression d'être bloqués et dirigés. Saint-Etienne, c'est ces sentiments ambivalents vis-à-vis de l'Europe. On a besoin d'elle, mais en même temps... je ne voudrais pas qu'on dise que c'est que la responsabilité de l'Europe. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec les éleveurs de porcs de Bretagne. Ils ne disaient pas que c'était uniquement l'Europe qui était la source de leurs problèmes, parce que toute la perte de production des producteurs de porcs de Bretagne, elle ne se faisait pas au bénéfice de la Chine ou de l'Inde, elle se faisait au bénéfice de la Hollande et de l'Allemagne. Et c'était plutôt les lois sociales qui font qu'en Allemagne, on fasse travailler des Polonais à 3 fois moins que le prix. Ils sont à 5 € quand ils sont à 15 € en Bretagne. Donc ça, c'est les lois sociales françaises qui frappent l'agriculture comme les autres secteurs. Sur le point qu'évoquait Jean-Louis, il y a quand même un point important. Les normes européennes sont une source de problèmes, mais très souvent, les agriculteurs sur le terrain se plaignent de ce que les autorités françaises appliquent beaucoup plus durement les normes européennes que les Danois, les Allemands ou les Hollandais. On parle beaucoup de plaintes, de malaise, etc. On reçoit aussi beaucoup de réactions à l'instant. Vous avez rappelé tout à l'heure François Pursec, évidemment, il y a aussi ce qui marche. Vous avez rappelé les innovations, les idées, tout ça. Et même dans cet exemple du village, on voit vraiment que chacun se prend en main. Il ne faut pas oublier aussi cet aspect-là. Ah mais oui, ce sont des populations qui se démènent. Ce sont des populations comme les autres. Pourquoi parler forcément des mondes ruraux comme des mondes reclus, à distance des villes, à distance de la société. Je pense que, bien entendu, mais de toute façon, les agriculteurs ont conquis la parité sociale. Ça a été l'un des grands enjeux des combats agricoles dans les années 60-70. Rappelez-vous quand même ce mouvement social qui a été le mouvement jassiste, qui a permis aussi l'émancipation de toute une population, à la fois rurale et agricole. Donc, il y a eu, et puis c'est une France quand même, cette France agricole et rurale, qui a été peut-être pendant très longtemps une France catholique, mais une France aussi synonyme de progrès social. C'est un catholicisme social qui est très très fort aussi dans les campagnes. Donc c'est pas forcément non plus que du repli, ces campagnes françaises. Et elles l'ont montré dans l'histoire. Alors il est logique que ces territoires se posent aussi des questions, comme dans d'autres territoires, on se pose des questions. Mais jusqu'à dire qu'il y a un mouvement généralisé d'enfermement dans ces territoires-là, je pense qu'il faut y aller
un petit peu doucement. Et d'ailleurs, la montée du Front National, elle concerne vraiment là tous les territoires. Je voudrais, Frédéric Dabi, vous faire réagir sur le sondage. C'est votre sondage qui a placé donc ce parti en première position lors des départementales à venir. Alors, le sondage, sa fiabilité a beaucoup été discutée. Est-ce que vous maintenez d'abord le résultat de ce sondage? Vous défendez évidemment l'échantillon et comment il a été effectué? Cette fiabilité peut être discutée si on veut donner une autre signification que ce sondage. C'est un rapport de force électorale à un mois du scrutin, à un moment où l'offre électorale n'était pas complètement connue. Ça ne veut pas dire que le Front National va avoir 30% des 2000 conseillers départementaux. Ça va peut-être montrer qu'il y aura une continuité entre les élections européennes. Forte abstention, FN en tête et parti de gouvernement relégué. Continuité avec ces élections départementales, mais il y a 2 tours. Nous sommes que sur un premier tour. N'oublions pas que le FN, dans les cas de duel, et ça va être sans doute la principale configuration des seconds tours, puisque il faut 12,5% des inscrits, et avec 50% d'abstention, le ticket d'entrée pour le second tour sera extrêmement élevé. Le FN regarde toujours une vraie difficulté pour je dirais, percer ce mur du second tour. La dernière victoire du FN dans un second tour, il y en a très peu, c'est Brignoles dans une cantonale partielle. Donc, bien sûr, critiquer ce sondage, on peut le faire, s'il n'est pas prédictif des résultats du jour du vote, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura un premier tour, un second tour, voire des troisièmes tours dans des départements qui pourraient être relativement difficilement gérables et gouvernables. Et la question aussi, Christian Saint-Etienne, c'est quelle stratégie à gauche et à droite vis-à-vis du Front National? Vous avez beaucoup travaillé, je l'ai vu, sur les propositions économique sur le programme du Front National. Ce soir, il y a Alain Juppé qui lance une offensive. On va voir d'ailleurs sur son blog un long billet intitulé « Le FN ou l'imposture ». Alors il décortique et veut, dit-il, déconstruire les idées du Front National. Il commence par le tsunami de la sortie de l'euro, puis il parle de la gabegie budgétaire où il énumère tout ce que propose le FN et qui n'est pas tenable alors qu'on cherche des économies. Est-ce que c'est la meilleure manière d'attaquer le Front National? Son programme, qui est rarement fait d'ailleurs. Oui, alors à la demande du Figaro, j'avais fait une analyse du programme du FN. Donc, il faut se taper les 105 pages du programme et puis un certain nombre d'autres textes. Il faut que les Français mesurent que le programme économique de la fille n'a rien à voir avec le programme économique du père. C'est une substitution absolument incroyable qui s'est faite sans que personne ne voit rien. Le père était ultralibéral, Jean-Marie Le Pen. La fille a un programme économique qui est le même que celui de Tsipras en Grèce, donc et celui de Mélenchon. Donc elle a d'ailleurs soutenu Tsipras, et d'ailleurs la gifle que reçoit Tsipras de la Commission européenne et des institutions qui l'obligent à tenir les échéances et à respecter les engagements de la Grèce, c'est une gifle pour Marine Le Pen. Et donc, puisque c'est le même programme. Alors le programme de Marine Le Pen, c'est un programme à la fois marxiste et péroniste, Péron en Argentine. Donc c'est un programme où elle allie la sortie de l'euro avec une relance massive par une hausse des salaires, mais ça entraînerait la création d'une monnaie nationale qui s'effondrerait sur les marchés financiers. Par ailleurs, elle ne le dit pas, mais ça ressort du programme, elle n'assure pas le remboursement de la dette. Il faut rappeler que la France a toujours honoré ses dettes depuis 1800, même si d'autres pays européens ne l'ont pas fait, notamment après 1870, la France a payé toutes ses dettes et nous avons toujours un rating qui reste élevé. Si on appliquait les recettes de Marine Le Pen, son programme économique, on se retrouverait dans la situation de l'Argentine d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec un effondrement du niveau de vie d'un tiers. Donc le programme économique de Marine Le Pen, c'est un mensonge absolu qui est en plus une négation de tout ce dont le monde agricole a besoin, que je distingue du monde rural. Jean-Luc Gombault, est-ce que paradoxalement, ce qui se passe en Grèce avec Syriza ne la sert pas? Pourquoi? Parce que Syriza, avant les élections, c'était vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire ceci et cela, etc. Là, ils arrivent à s'intégrer dans le moule. Finalement, la Commission européenne leur donne le feu vert. Est-ce que pour Marine Le Pen, les Français se disent, finalement, si elle arrive au pouvoir, ce ne sera pas aussi la catastrophe, elle va s'intégrer, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi? Exactement. Je pense déjà c'est couché. Oui, mais il n'y a pas eu la révolution comme annoncé. Oui, mais la différence, c'est que Mme Le Pen veut sortir de l'euro, alors Syriza est arrivé en négociation en disant « je reste dans l'euro ». Donc c'est une différence qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire que... Et le problème, c'est que tout la sert.
c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est que tout et justement, y compris ces contradictions. Et par exemple, tout à l'heure, juste à l'instant, Christian Saint-Etienne disait il y a une différence fondamentale entre le père et la fille. Lui, il est ultra-libéral et elle c'est pratiquement mélanchoniste sur les questions économiques. Tout le monde s'en fiche. Et personne n'en parle. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que le Parti socialiste ne sait pas comment faire pour nuancer un petit pas sur la droite libérale pour essayer d'avancer. Et ça lui crée un fouillis énorme au sein de son parti et dans l'électorat. Elle, c'est un volte-face et non plus un virage ni un tournant. Tout le monde s'en fiche. Donc c'est ça qui est absolument extraordinaire. Et je pense que c'est tout à fait bien de la part de Christian Saint-Etienne de prendre les choses point par point pour essayer un peu d'être sérieux, mais en même temps, il faut se rendre compte de l'exercice. Parce que le problème, c'est que Mme Le Pen, la gauche et la droite en France parlent et n'est pas audible. Madame Le Pen, elle est audible parce qu'elle a un programme démagogique. Donc tout ça fonctionne. Alors si effectivement ses adversaires ne sont pas capables de verser des perspectives crédibles face à quelqu'un qui lui n'a que la démagogie pour convaincre, évidemment à partir de là vous partez battu. Et Frédéric Dabi, il faut dire que les débats tournent autour d'elle, même si on prend l'exemple de la polémique autour des propos du président du CRIF, Cukierman, eh bien elle boit du petit lait, elle s'est réjouie, ces thématiques sont au cœur du débat. Oui, mais l'erreur que font la sphère politico-médiatique, et je partage ce que vient de dire Christian Saint-Etienne, c'est se focaliser sur un discours moral vis-à-vis de Marine Le Pen, sur rupture, continuité par rapport à son père, et non pas attaquer, si je puis dire, ou bien challenger son programme économique. Sa force, c'est qu'elle n'a jamais exercé le pouvoir et qu'elle se nourrit des échecs des différents partis de gouvernement. Mais maintenant, elle a une gestion municipale. Oui, et c'est vrai que ça va être aussi un élément assez important du débat, puisque dans quelques jours, on sera à 1 an après l'élection de 11 maires FN dans les villes de plus de 10 000 habitants. Alors Marine Le Pen, elle va arriver ce jeudi, je crois, au Salon de l'Agriculture. François Purcell, comment elle va être accueillie par les agriculteurs, J'en sais rien. différents mondes agricoles? J'en sais rien. C'est un spécialiste de la question. Oui, peut-être, mais j'en sais rien. Je ne peux pas répondre à une telle question. Elle a été de manière assez, j'allais dire, honorable. Et puis j'observe pas l'année forcément dernière. ces phénomènes-là, donc il m'est très difficile de répondre à la question. Quelles sont les principales attentes alors des agriculteurs aujourd'hui? Elles sont très diverses. C'est vrai que, comme on le disait, les agriculteurs sont incertains de leur position sociale, leur position territoriale. Il y a des attentes fortes en termes de renouvellement quand même des générations. Une profession qui a du mal quand même à s'auto-reproduire, qui a du mal peut-être aussi à installer durablement des orcades, même s'ils constituent 30% des effectifs aujourd'hui des jeunes qui s'installent en agriculture. Donc il y a des enjeux forts autour du renouvellement des actifs et donc ça crée un climat très incertain. Et puis, il y a des difficultés qui sont inhérentes aux crises économiques que traversent un certain nombre de filières. Mais au-delà de ça, ce sont des filières qui sont de plus en plus controversées. On met en question, on met en doute aussi la capacité de certains agriculteurs à répondre à des enjeux environnementaux, sanitaires, alors que des efforts sont faits dans les exploitations agricoles pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne savent plus trop comment faire pour répondre à ces situations nouvelles, parce que jusqu'à présent, c'était des crises sectorielles que traversait ce monde agricole, des crises plus ou moins bien maîtrisées, mais on savait quand même que le gamin allait reprendre. Or, aujourd'hui, on ne sait pas... Vous dites de très grands défis, des enjeux importants. Oui, et puis en plus, c'est une population minoritaire, même dans les espaces ruraux. Ça aussi, on a oublié de le dire, mais les agriculteurs constituent une population minoritaire dans des espaces ruraux où les populations populaires ouvrières sont majoritaires quand même. Donc ça, on l'oublie. Et donc la confusion. De gros enjeux, des défis importants, mais je retiens aussi des points positifs et pas forcément des territoires oubliés, des territoires aussi qui innovent. On l'a vu avec différents exemples. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci messieurs. On arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve avec plaisir demain pour le club d'éditorialistes du 22h. Belle et douce nuit à vous.